Voilà. Alors, moi, je n'ai pas vocation à parler de la pierre aujourd'hui, même si j'ai quelques projets en pierre. Mais je ne les montre pas, ils ne sont pas réalisés encore. Mais j'ai évidemment une sympathie politique, une affection militante pour l'univers de la pierre, parce que tous ceux qui travaillent autour de la pierre sont des gens qui fabriquent une conscience politique, esthétique, critique. Ça peut se dire, ça, une conscience politique, esthétique, critique. Je sais que c'est un mot petit bourgeois. Mais en fait, il nous faut bien rassembler nos convictions et nos croyances pour essayer de résister à l'exil de la beauté. Je suis persuadé que, comme moi, provincial, réactionnaire, maniériste et petit bourgeois, vous entendez ce que le sens peut porter par cette idée de résister à l'exil de la beauté. Voilà. Croire encore à l'idée d'un récit esthétique. Croire encore à une lecture maniériste des choses. Ce sont des mots qui vous dégoûtent. Mais comme je pense que vous êtes rattrapables, que vous n'avez pas été totalement colonisé par les mythologies impérialistes anglo-saxonnes, pas totalement été émasculé par la perversité de la dernière névrose active, c'est-à-dire une des dernières névroses qui est le minimaliste, pas encore éviscéré par un des drames politiques les plus intenses, c'est-à-dire la question conceptuelle, ultime forme de la lâcheté, c'est-à-dire la distanciation avec les mécanismes du réel. Comme j'y crois encore, parce que c'est ce qui vous réunit ici, parce que vous avez cette croyance à la pierre, je pense qu'on peut partager quelques valeurs, qu'on peut partager quelques croyances. Je pense que c'est possible. Voilà. Je vois quelqu'un qui est dubitatif là-bas. Tu n'es pas dubitatif, toi? Bon, alors ça me rassure, je continue. Voilà. Évidemment, c'est la culture des métiers. Derrière les textures, il y a toujours une réalité, une complexité. Alors j'emploie des mots. Par exemple, maniérisme. Quand tu dis maniérisme, un architecte français, il croit que ça veut dire pédale. Ça veut dire pédale. Bon. Vous savez, les architectes, 95% d'entre eux se sentent mis en cause dans leur authentique vérité identitaire en tant que mâle. Dès l'instant, ils ne sont pas dans le porte-à-faux, dans l'horizon suspendu, ou dans une verticalité androgyne, ou davantage encore dans une verticalité religieuse confisquée par la triangulation métallique. Vous arrivez à suivre? Mais c'est simple le mécanisme. Hein. Mais si, madame, vous qui êtes conservateur adjoint, vous comprenez ce que je dis quand même. Vous êtes plus intelligente que tout le monde, vous suivez quand même. Bon. Alors, maniériste, ça veut dire sigma, somme des savoirs. Ça veut dire somme des expériences. Ça veut dire somme des mémoires. J'adore cette définition du grand peintre Gérard Tracandi qui me disait, tu sais, pour moi, le maniérisme, c'est l'accumulation des savoirs. Je trouve ça trop beau. Le maniérisme, c'est une manière aussi d'échapper à la terreur de la culture. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À la terreur de la culture comme ultime. Et là, je cite le très grand philosophe Jean-Paul Curnier, le plus grand parmi les vivants, qui dit la culture comme, de mémoire, je dois me trouver à 2-3 bricoles près, la culture comme vecteur moralisateur de la création. Vous vous rendez compte? La culture comme vecteur moralisateur de la création. Et donc, ce qui fait que, revenons à la question du maniérisme, aux interfaces, au nécessaire côtoiement interdisciplinaire, un peu comme, vous savez, l'accordéon, on souffle, on appuie, et il y a des membranes qui fabriquent de l'air, inévitablement, par le côtoiement des disciplines, des expertises, on peut échapper à cette espèce de saleté permanente qui fait que la culture devient un vecteur moralisant. Et à quel moment la culture devient un vecteur moralisant? Lorsque des doxas sont mis en œuvre, des doxas erronés, des doxas écarés. Il y en a une, évidemment, la plus naïve, c'est le minimalisme. Inventé dans les années 60 aux États-Unis, avec respect, hein,
Donald Judd, Ryman, tout ça, tous les grands artistes américains des 60s. Il ne s'agit pas pour moi d'en faire la critique. Mais comme les Français, on a à peu près 50 ans de retard sur tous les bêlements doctrinaires américains, on découvre le minimalisme. Et d'ailleurs, le minimalisme, un système de gentrification aujourd'hui, de gentrification pour tout intellectuel, cycliste, végétarien, non-fumeur et de gauche. C'est une clé d'entrée identitaire à la conscience politique. Évidemment, c'est sans risque, c'est blanc, d'une blancheur immaculée, le récit est effacé, c'est white, anglo-saxon et protestant. Ça renvoie le monde black à davantage de culpabilité. Ma sœur Black, que je regarde, qui est hilar avec les dents morts de rire, la blanche, très jolie, ben, je vais te dire, ça parle de ça, d'une culpabilité. Et la question de cette culpabilité renvoie effectivement à l'extinction du récit et de la narration et de l'écriture et de l'onirisme de l'architecture qui, lui, participe de la destruction des métiers, des savoirs, etc., etc. Alors, je sais bien que vous n'entendez pas, mais je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Parce que je suis parmi les plus vieux dans cette salle, j'ai 63 ans, ça fait 36 ans que je fais ce métier. Je les connais, les mécanismes pervers. Voilà, je les connais. Et comme par hasard, aujourd'hui, regardez, un promoteur et les dents qui rayent le parquet, il est rentré en cotation dans le milieu petit bourgeois de l'architecture ou des grands bourgeois du capital, parce que comme par hasard, un architecte distingué, de bonne famille, bien éduqué, il est minimaliste, super blanc, et le promoteur, quand l'architecte lui dit « je vais vous faire une architecture minimaliste », le promoteur, il lui dit « mais bien sûr, ça me coûtera moins cher. D'accord ? Je vais me goinfrer. » Et en plus, comme sa femme le lit des revues de déco, genre Marie-Claire, où le minimalisme est mis en posture érotique, eh ben, il se dit, putain, non seulement je me goinfre, non seulement je me fais pas chier, mais en plus, je parais distingué. C'est fabuleux quand même. Et je parais distingué, et ça permet à l'architecte minimaliste, fils de bonne famille, genre Drucker, Foucault, etc., le genre de jambe qui ne va pas mettre les menottes à votre fille pour lui mettre le compte, d'accord ? Ça permet aussi de gagner de l'argent sans faire trop d'efforts, jusqu'à imaginer comme héroïsme la jonction à la perpendiculaire d'un mur blanc avec un sol gris. Alors là, putain, quand il y en a là, t'as cassé la baraque. T'as cassé la baraque. Il te manque plus qu'à avoir une maison à Saint-Rémy. De lire Libé, hein, quand même. Hein. Tu lis Libé à Saint-Rémy, au Café du Commerce. Ah, c'est un bon plan, hein. T'as une écharpe minimaliste, couleur grèche, le fruit de la fornication du beige avec le gris. Et là, tu es à l'horizon maximum de la jonction métaphysique, du bon goût, avec la détestation du monde. Tu vois, voilà. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que je vous fais confiance. Parce que ce qui nous réunit, quand même, le patrimoine, il faut s'en tenir une couche. Hein. On n'est pas nombreux. Hein. Voilà. Bon, et vous voulez quoi ? Que je vous parle de mon travail ? Vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué. Non mais c'est vrai, vous voulez que je vous dise ça ? Pour faire un pont comme ça, il faut 13 ingénieurs différents. Ingénieur qui fait des modélisations aéroélastiques, ingénieur qui fait des études en soufflerie, ingénieur qui transforme les études en soufflerie en physique des solides, ingénieur de l'aviation qui fabrique le moule, un autre ingénieur de l'aérospatial qui fabrique le contrôle dimensionnel des voussoirs à 0,2 mm de tolérance dans les plans de compression. Voilà, ingénieur qui fait la stabilité de l'échafaudage, ingénieur qui fait le contrôle du coulage du béton à température hygrométrique constante, mon cher collègue du BFUP. Ça fait 13 ingénieurs, 6 ouvriers pour monter ce pont. Voilà. C'est-à-dire un sigma, une synthèse des savoirs, où l'horizon des métiers est de nature à nous rendre collectivement heureux. Voilà. Je vous le dis, je suis un vieil architecte, j'ai 63 ans, ça ne se voit pas, merci. Le mec est content de lui, vous avez vu le genre. Hein. Non, mais putain, ça s'entretient la détestation quand même, tu vois. Il faut faire des efforts permanents, hein, je vous le dis, hein, c'est un boulot énorme, vous ne pouvez pas imaginer. Le boulot que c'est, à 63 ans, grand-père 3 fois, père 3 fois,
il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse dans mon métier, parce que je suis un spécialiste du béton, effectivement, et dans ce domaine, je continue à apprendre, mais il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse aujourd'hui lorsque je fais un projet, c'est de créer un maximum d'emplois territorialisés. Vous le croyez? Il n'y a que ça qui me fascine. Vous savez quoi? Parce que j'aimerais laisser un futur à mes petits-enfants. C'est con, hein? En gros, je ne suis pas un écologiste, je suis un républicain, patriote. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Voilà. Je suis plutôt du côté d'Armand Montebourg que du côté des Verts égoïstes et satanistes. Hein? Tu vois? Je le dis comme ça. Je ne vais pas mettre en difficulté le maire, hein? Mais enfin, ils ne sont pas fréquentables, les Verts, tu vois, sur un horizon de dématérialisation de la responsabilité politique qui renvoie à la dématérialisation de l'emploi et qui renvoie à l'augmentation de l'empreinte environnementale par un consumérisme juridique qui produit un consumérisme matériologique diabolique. Je dis bien diabolique. Je vois qu'il y a des gens qui protestent. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ma conférence jusqu'au bout. Si vous vous levez, je serai heureux, franchement. J'ai même reçu des tomates, ça m'est déjà arrivé, tu vois. En général, je reçois les insultes anonymes sur Internet, tu vois. En général, c'est que des garçons, hein, jamais des filles. Hein. Parce que les filles, il n'y a plus qu'elles qui les portent, virgule, les couilles, point d'exclamation. Et donc, pour revenir à la question de quoi? Je parlais de quoi, là? De l'empreinte environnementale, hein? Oui. Le vrai sujet, c'est d'éviter la posture consumériste pour arriver à déclencher des processus d'emploi territorialisés. Et pourquoi est-ce que je travaille avec du béton? Et que ce soit clair, le béton et la pierre, c'est la même chose. Le truc, si vous voulez, c'est la chaîne courte de production. Ce que la pierre a en commun avec le béton, c'est une ressource territorialisée à cause de la masse. On ne peut pas faire des transports importants, d'accord? Plus ou moins, bien qu'il y ait des pierres qui viennent de Chine, vous voyez un peu la honte, quoi. Ouais, mais c'est pas rigolo du tout, hein. Et qu'elle participe également évidemment une territorialisation des emplois et donc un partage, à un moment donné, un partage des richesses, un partage de la mémoire du travail. C'est ça qui est très très important de faire comprendre. Si on veut faire cesser la délocalisation des emplois et des métiers, il nous faut pratiquer la rupture avec les mythologies modernes internationales. C'est-à-dire faire le procédé cultureux, pour commencer, le procédé cultureux, mais alors sans hésiter, c'est-à-dire responsable de l'esthétique de la globalisation. Ben oui, responsable de l'esthétique de la globalisation. Tous collectivement ensemble, pris en flagrant délit de l'histoire, c'est-à-dire les artistes, les designers, les architectes, hein, par le piège minimaliste et conceptuel, de sorte qu'il n'y a pas de raison que si sur la planète entière, le drame de Playtime de Jacques Tati se soit réalisé, parce qu'effectivement, Playtime de Jacques Tati s'est réalisé, ou que l'on aille, c'est pareil, d'accord? Il faudra bien comprendre que si, sur la planète entière, on décide, on souhaite la même chaise en plastique blanche moulée, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas produite dans les pays où l'on exploite le plus la main-d'œuvre, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Tu vois? Moi, je suis grillé, mon site internet, en Chine, il est censuré depuis une dizaine d'années. Oui, oui. Parce que je parle comme ça au micro, tu vois. Je suis plus imprudent que toi. Voilà. Et donc, et dans les pays, certains pays aussi djihadistes aussi, je suis grillé, tu vois. Voilà. Surtout qu'en plus, quand j'ose dire que je suis l'ami des juifs, par exemple, tu vois, des choses comme ça, insensées, dans un micro. C'est imprudent. Quand tu es cycliste végétarien de gauche non-fumeur, tu ne dis pas « je suis l'ami des juifs ». Tu ne désignes pas les djihadistes comme barbares du patrimoine. Tu ne le dis pas. Tu as encore une carrière à faire de fellationniste par instinct ou par devoir. Là, il reste un doute, tu vois. Et donc, je perds le fil, finalement. Je perds le fil. Mais vous avez compris cette histoire de mémoire du travail avec sa condition économique et sociale, celle du partage d'un récit commun. Voilà. Avec un minimum d'empathie. Je sais que c'est vulgaire, l'empathie. Vous savez ce que disait Malaparte, l'immense Malaparte. En 1947, il revient à Paris. Il croit que la France est Paris. D'abord, il se fout de la gueule de Sartre au passage, en disant Sartre, 1947, il dit Sartre, parce qu'il vient en Italie faire des conférences sur l'existentialisme, il fait rire mes camarades italiens. Et puis il dit cette phrase insensée, ce que je disais à mes collègues hier, à mes collègues italiens. Il dit Sartre a créé l'existentialisme pour plaire aux femmes et aux jeunes hommes à tendance homosexuelle. Vous vous rendez compte?
Malaparte, il écrit ça en 1947. C'est pas moi qui le dis, vous n'allez pas me le reprocher, c'est Malaparte. Et puis il dit, mais la société française est la seule société européenne qui a inventé la cruauté comme un mode de raisonnement. Voilà. Et voilà. Et je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'éviter de travailler dans la cruauté. Mais travailler dans la cruauté, ça veut dire de se mettre en danger, plutôt de mettre en danger les autres. C'est pas pareil, tu vois. Il faut s'exposer. Il faut fuir la lâcheté du conceptuel ou l'âpreté du minimalisme. Il faut produire de la chair. Et donc pour revenir au sujet qui nous préoccupe, comment fabriquer du patrimoine, il est évident que les métiers qui fabriquent de la chair sont des métiers qui persisteront, qui vont s'imprégner territorialement dans notre corps social, dans notre imaginaire collectif et dans notre épaisseur politique. C'est clair comme démonstration, c'est pas... Non, je déconne. Je sais pas, Hervé, qu'est-ce que tu en penses? Ça tient la route quand même, non? Ben oui, ouais, mais ça fait rire. Mais plutôt de vous faire rire, je préférerais vous inspirer. Hein? Ah, ça, c'est le Louvre. C'est l'art miniature. C'est la rencontre de... C'est Montesquieu, c'est les arts de l'islam au Louvre. C'est le voyage du Persan à Paris. Le regard échangé. Voilà. D'ailleurs, à la CMH, il est là, non? Ah, il est là, Goutal, voilà. Avec... vous savez, la collection des arts de l'islam, c'est une collection où il y a des perturbations d'échelle. C'est-à-dire, le bois ressemble à du cuir, l'acier ressemble à du textile, le textile ressemble à du métal. C'est très curieux. Voilà. Ça, c'est le coffrage de l'escalier. Regardez-moi ce travail. Il ne voulait pas au Louvre que je le fasse. Il me dit, mais il est trop long, mettez-nous un escalier préfabriqué. Je lui dis, mais allez-y, vous, faites-le, l'escalier préfabriqué. Hein? J'ai eu mon escalier, regardez ça. Coffret toute face vue, injection en bas, surpression, dégazage en haut, vous allez voir. C'est pas un chef-d'œuvre, ça? Moi, j'ai travaillé, quoi, 1 heure. Et l'entreprise de la menuiserie a travaillé 2 mois sur le coffrage, 3 mois. Je l'ai cité dans mon livre, là, l'architecture de sport de combat, je pense. C'est une merveille de faire un truc comme ça. C'était un lingot. Regardez ça, c'est pas beau? Hein? C'est comme si c'était de la pierre, c'est pareil. Hein? Voilà. Regardez ça. C'est sexe, on a envie de se faire accrocher. Hein? Alors, vous n'allez pas me faire le coup, comment dire, déiste, dire la pierre c'est noble, le béton c'est pas noble, hein, s'il vous plaît. Hein? Oh, il faut balayer là, il faut un peu de ménage quand même. Hein? On n'est plus là à perdre du temps. Hein? Comprenez que c'est la même famille. Comment? J'ai fait un projet en pierre. C'est la bibliothèque humaniste de Célestat. Je crois que vous devez connaître la conservation, là, qui est un des hauts lieux de la mémoire, du milieu du Xe siècle, 9e. Il y a des incunables, etc. Des livres extraordinaires. Avec des colonnes en pierre taillées à 5 faces, mais qui se transforment, se déforment, sur 8 mètres de hauteur. Évidemment, vous voyez le travail au flambement, c'est en grès des Vosges, pour les connaisseurs. Et donc, pour résister au flambement, on fait passer des câbles de post-contrainte à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que j'ai déplacé ma culture de l'ingénierie du béton à celle de la pierre. Et je suis assez fasciné parce que ça donne un élancement d'un seul coup qui renvoie à presque une perception gothique. Il y a 2 courants qui s'affrontent en architecture, il y a le gothique et le roman. Parce que vous voyez le Mucem à Marseille, par rapport à la villa, vous pouvez penser que le Mucem est gothique et que la villa est romane. Mais ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le Mucem qui est roman, parce qu'il est essentiellement dans les valeurs de la compression, à l'extrême jusqu'à 130 mégapascales. Il y a quelques ingénieurs ici qui savent ce que ça veut dire, mégapascal. Hein? 130 mégapascales, vous imaginez ce que c'est dans les valeurs de la compression des structures verticales, les plus exposées, les plus sollicitées. Donc le Mucem, c'est essentiellement un travail à la compression. Donc effectivement, essentiellement dans le registre imaginaire de la souffrance du roman. Alors que la villa à côté, avec des masses d'acier colossales, et avec apparemment une distinction qui serait celle de la légèreté, a besoin de ces contreforts statiques que sont les masses d'acier aux encastrements du portique, c'est-à-dire au sol, qui sont des masses importantes. C'est-à-dire que finalement, il a des contreforts intégrés dans sa lecture structurelle. Ce qui veut dire que finalement, qui est gothique, qui est roman, eh bien c'est le projet de Boéry
Et j'ai médité là-dessus, ça m'a travaillé, ça m'a empêché de dormir. Hein. Je me dis, putain, lui il est roman, lui il est gothique et le Mucem il est roman. Vous suivez le raisonnement? Oui. Enfin, je raccourcis, hein, mais... Bon. Qu'est-ce que je vous dise d'autre? Non, il n'y a pas des questions comme ça, on abrage. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si Rudy vous le propose. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une lueur d'espoir. Je rencontre des élus, quand même, qui ne sont plus dupes de leur technocratie, de leur environnement de conseil, qui leur racontent que des conneries. Tu vois. Ils ne sont plus dupes. Il y en a quand même qui ont peur du futur, qui se disent, autant il arriverait rapidement une révolution française, on serait les premiers à se faire couper la tête. Donc ils sont attentifs, ils écoutent. Je peux t'en faire la liste. Ouais, il y a des maires de droite, de gauche, qui sont des gens qui se posent des questions sur le devenir économique de nos métiers du bâtiment, par exemple. On ne va pas faire un débat général. Bien sûr, il y en a, ils sont là, ça les préoccupe. Tu vois, regarde, on en a quelques élus là, ici. Pas mal quand même, tout ce qu'ils ont à foutre, ils sont quand même là, écouter, venir, participer à la journée. Ça veut dire qu'ils portent attention et considération à l'ensemble de vos métiers. Voilà. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et en attendant, le fait de faire la journée du patrimoine à Scavetti, j'ai rien à lui voir, mais je connais depuis des années, tu vois, Hervé. Mais en attendant, tu vois, de faire ça, c'est bien, c'est intelligent. Il y a une vraie perspective culturelle. Et d'ailleurs, cette idée-là, il y a des métiers. Voilà. On essaie de défendre, on essaie de trouver un espace économique. Oui, camarade. S'il vous plaît, si vous prenez la parole, ce qui est super bien, c'est le but du jeu, le micro. Justement, quand on parle de métier, de localisation, machin, etc. Machin. Ouais, tout ce que vous avez dit. Non, parle au micro, là, j'entends pas. Par exemple, pour le projet là où il y a des poteaux en pierre, le monsieur, là, apparemment, il rachète une entreprise avec de la taille numérique. Ouais. En face, il y a des tailleurs de pierre. Il y a un métier. Il y a un métier, il y a une machine. Là, comment se positionne l'architecte, l'ingénieur? Ah ben, il faut lui poser à lui la question, tiens. Ouais, mais toi, tu dessines un projet, derrière, il est construit. Comment il va être taillé, comment il va être posé, etc. Quelle filière on utilise pour ça, quoi. Ouais. Je sais pas, parce que le béton, je pense, c'est un peu une autre question. Écoute, non, c'est clair. D'abord, toi, ça, c'est tout fini à la main, par exemple. Ça, c'était une référence à Claude Viala, à la Maison de l'Emploi à Saint-Étienne. Chaque haricot est fini à la main au marteau. Et le processus de fabrication, c'est un module, un coffrage, un négatif. Donc, il y a du sériel et du manuel. Il y a toujours un travail sur les deux. C'est comme la guitare. La gestion de la guitare, à un moment donné, tu vois, je veux dire, bon, tu peux faire coulisser un peu un doigt comme ça suffit pas. Il faut y aller, ce record, il faut les attraper. Hein. C'est un peu pareil. Et on ne peut pas ignorer que les apports du numérique dans les processus de fabrication. Après, il y a une part malsaine du numérique. Par exemple, je pense le BIM. Est-ce que ça vous dit ce que c'est le BIM? J'étais le premier à l'expérimenter. Il y a un confrère là, c'est ça. J'étais le premier à l'expérimenter sur un projet. Et on me dit, le BIM, c'est Building Information Modelization. Voilà. Alors il faut que ce soit en anglais, ça fait plus classe. Tu vois. C'est comme Isabella Rossellini que j'écoute à la télévision italienne et qui parle en anglais. Une anglaise. Hein. Pourquoi il parle en anglais? À Venise, tu vois. Bon. Et ça aussi, c'est un des mécanismes de neuroprogrammation linguistique pour faire de nous décolonisés. Mais ça nous plaît d'être décolonisés. Un côté sadomaso quand même. On aime bien se faire, tu vois, bang, comme ça, hein, par les mythologies anglo-saxonnes. Ceci dit au passage, c'est pas les Anglais qui vont nous apprendre comment on fait du béton. Parce que les meilleurs au monde, c'est les Français. Il n'y a pas photo. C'est tout. C'est pas la peine d'être modeste, d'être en humilité. Humilité, le masque de la vanité, comme disait William Blake. Là, il n'y a qu'un seul type de béton. Du béton autoplaçant. Toiture, sol, fond de piscine. Je reviens dans la question, hein, je ne perds pas le fil. Hein. Voilà. Un seul matériau, un seul geste, une obsession. Mais une obsession qui ne renvoie pas à la disparition des métiers, parce que les maçons qui font ça sont très concentrés, très attentifs. Tu ne coules pas le béton au sol comme tu le coules en vertical, comme tu le fais en toiture. Tu ne le coffres pas de la même manière. Et vous voyez la piscine. Elle ondule, la piscine. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est mon travail d'architecte tapette, parce que j'ai un style Drissoti, architecte tapette. D'accord? Bretonné? Hein? Bon. Vous voyez, ça ondule comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que le béton comment dire, est coffré
avec la précision exacte du vitrage. La précision exacte du vitrage. Il n'y a pas un millimètre de défaut. Vous savez comment on arrive à ça, cher monsieur l'entrepreneur? Là, ce n'est pas par le numérique, c'est avec un mot magique adressé à l'entreprise, c'est « s'il vous plaît ». Et quand il a fini, c'est « merci ». Voilà. C'est comme ça que ça marche. Tu ne joues pas au cador sur les chantiers. Tu dois les aimer, les gens. Tu comprends? Tu dois les aimer. Voilà. Il faut les aimer, il faut les prendre dans les bras, les gens, tu sais. Il faut faire corps avec eux, il faut les toucher, il faut les saisir. Il faut entendre le cœur qui bat. Toum, 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 toum. Donc, c'est-à-dire être dans la sentimentalisation du réel. Tu imagines? Je sais que c'est pornographique. Je sais qu'on ne t'a pas appris ça à l'école d'architecture, qu'on t'a appris à la distance à faire des pipes à l'impérialisme hollandais, à faire des pipes au minimalisme japonais, à aller dans le consumérisme, dans les produits plats, de sorte que Mittal continue à piller la France en délocalisant les emplois, après avoir fermé les hauts fourneaux, parce que ton rêve, c'est de fabriquer des bâtiments qui consomment des produits plats venant d'Inde. C'est ça? Non, mais je ne m'en prends pas, c'est pas toi que je prends en otage, mais... Non, mais en gros, c'est un exemple, quoi, tu vois, c'est-à-dire, mais un exemple générique. C'est ça, le système. C'est que c'est devenu un exemple générique. Alors, la question que tu poses sur la modélisation, je vais passer par le BIM. On nous impose aujourd'hui, le building, bon, il y en a au moins un dans la salle qui sait de quoi ça parle, bon. Si, attends, on ne sait pas d'où ça vient, hein. T'as les mecs qui se font chier, qui sortent des lois. Des types qui sont dans les bureaux, on ne sait pas à quoi ils servent, mais en général, ils sont comment dire, arc-boutés sur l'influence des lobbying, tu sais, des lobbying européens. Oh, tu sais qu'un fonctionnaire au niveau européen, il est corruptible avec un repas, tu fais une pizza, un coup de Bordeaux dégueulasse, et il est corruptible, hein, tu vois. Il ne faut pas grand-chose, hein, un repas à 40 €, il t'écoute. Oh, ça se corrompt un fonctionnaire européen très facilement. Et l'autre, c'est comme les détecteurs de fumée. Vous savez quoi, les détecteurs de fumée? Il y a des détecteurs de fumée de partout, sur tous les planchers en béton et tout. Il y en a de partout. C'est du plastique, du courant faible, de la pile. C'est un désastre environnemental. Il y a 20 millions de logements en France, vous vous rendez compte? Avec 5 détecteurs de fumée en moyenne par logement, ça fait 100 millions de détecteurs d'un seul coup. En plastique, courant faible, etc. Vous imaginez 100 millions. Vous avez le marché, mais c'est un fromage colossal. Et on te fait des campagnes de terreur. On subit la terreur du détecteur de fumée, comme nous, les hommes, nous subissons la terreur de la prostate. Je ne vois pas le rapport, mais il y a une filière, il y a un fil commun. Tu vois? C'est un marché formidable, un renoncement anxieux définitif. J'aime bien ces colonnes parce qu'elles sont hésitantes, elles sont dans l'anxiété, vous voyez? Voilà. Elles sont dans la difficulté existentielle qui leur permet de raconter des ombres toutes différenciées. Voilà. Attendez, ça, c'est, que vous allez voir, c'est... Allez, putain. Allez, ça, c'est le projet. Allez. Ça, c'est le projet. Il ne faut pas dessiner des trucs comme ça parce qu'après, il faut le faire. C'est ça le problème. À quoi ça sert le numérique? Ça fait enfumer avec une force. Moi, j'ai peur du numérique parce que chez moi, les mecs, ils font tous ces marioles, ils dessinent n'importe quoi. Et après, il faut le réaliser, le projet. C'est ça le truc. Voilà. Ça donne ça. Regardez. Voilà. Ça, c'est la vue de l'intérieur. Ce sont des brises soleil en béton qui font 2 cm d'épaisseur, 2 cm et demi. Et vous allez voir ce que ça donne en façade sur environ 200 mètres de longueur. C'est le siège de l'International Thermonuclear Reactor à Cadarache. Et vous voyez, on dirait un plissé, un isémiaké. Regardez ça. Pas une merveille, ce truc? Non, mais c'est magnifique, regarde. Oh, regardez comme c'est beau, putain. C'est pas minimaliste, c'est maximaliste, putain. Attends, oh. Voilà, ça c'est le musée Cocteau. Et dans le Building Information Modelisation, le BIM par exemple, pour tenter d'illustrer une réponse à ta question, putain, ça c'est devenu un aéroport en mouette. Il n'y a rien sur le toit, mais maintenant du coup il y a plein de mouettes. J'ai pas tout contrôlé. Donc on me reproche que les mouettes viennent sur le toit du musée. Ils sont sur le point de m'envoyer une lettre recommandée pour me dire que vous êtes responsable de la concentration manifeste de mouettes sur le toit du musée Cocteau. Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais répondre que je vais venir avec mes enfants et mes petites filles le week-end pour ramasser la merde des mouettes.
que je ne peux pas donner d'autre contrition politique que de venir avec mes petits-enfants ramasser à la raclette la merde des mouettes sur le toit. Attends, tu sais, la bureaucratie fasciste, elle va loin, hein, attention. Hein. Bon, Building Information Modelization, puisqu'on est dans l'épopée la plus extrême, la plus hystérique de la gestion numérique, c'est pour permettre à chacun d'intervenir sur le réseau. Je le dis pour ceux qui sont confrontés à ça, sauf que le système juridique français fait qu'il n'y a qu'un seul responsable, c'est l'architecte sur les documents qu'il produit. Donc quand d'autres personnes vont intervenir, parce que je l'ai, moi, déjà rencontré, je vois le gars, un grand gaillard, il est très content, il me dit ben, c'est moi, le manager BIM, etc. Sous-entendu, tu n'es plus seul maintenant. Ah, je suis là, moi aussi. Tu vois. Et je lui dis mais dis-moi, toi là, tu sais, quand tu vas intervenir sur le réseau, tu vas mettre tes pattes dedans, ça va se voir. Il me dit oui, alors c'est quoi le sujet? Et je lui tape sur le ventre, hein, je lui dis mais t'es assuré? T'as une décennale? T'as une responsabilité civile? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu touches un truc. Tu dérègles tout le système dimensionnel, tout le système identitaire, toute la précision des informations. Tu touches, tu contamines, et donc tu seras responsable avec moi. C'est tu me touches, tu as la lèpre et tu tombes par terre. C'est comme ça, voilà. Tu vois? Donc, par rapport à la question de la furie informatique, je crois qu'il est très nécessaire de savoir exactement où nous en sommes, quels sont nos devoirs et nos obligations, pour bien marquer notre territoire de responsabilité et donc de pouvoir. Je le dis pour les architectes, c'est essentiellement en remontant au niveau de l'altitude des responsabilités professionnelles que la réponse aura lieu. Voilà. Et pas au niveau des ambitions culturelles, c'est que du pipeau, c'est que du vent. De toute façon, on est des collabos, les architectes, d'accord? 95% d'entre nous, on est des collabos, tu vois. J'avais fait une conférence au Palais des Congrès à Paris là, pour Microsoft. J'avais dit, mais plus on numérise, plus on se connecte et moins on est connecté. Hein? Tu sais, dans les logements maintenant pour étudiants, il faut installer des petits ordinateurs pour que les étudiants se parlent d'un étage à l'autre. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Je le sais, j'ai fait une cité d'étudiants à Pessac, à Bordeaux, je suis en train de la finir. C'est timide. Tu sais, les timides, tu veux parler à la nana qui est au-dessus, il envoie un message, je peux te parler. Et putain, tu vas frapper à la porte, oh, attends, ouais, un peu de courage, quoi. Si tu veux tirer un coup, putain, il faut travailler, tu vois, bon. Putain, ah oui, mais enfin, bon. Bon, en même temps, peut-être c'est une alternative à la vie des timides, j'en sais rien, tu vois. Et alors, je dis, plus on se connecte et moins on est connecté, quoi, finalement. Et alors, il y avait la présidente de Microsoft France qui monte sur scène après la conférence et qui me relance sur le sujet. Pourquoi vous parlez de ça, tout ça? Bien, parce qu'elle pensait que j'allais faire, moi, la propagande du numérique. Je dis, vous savez, le problème du numérique, c'est les hommes, c'est les gens. C'est pas l'outil, mais c'est pas l'outil binaire. Il n'est pas là, le sujet, tu vois. Et je lui sors cette phrase que je regrette. Je lui dis, Madame la Présidente, de toute façon, plus on numérise, moins on baise. Ce fut une très grande avancée théorique. Oui, une grande avancée théorique, doctrinaire, politique. Voilà, et métaphysique. Ça, vous savez quoi? C'est le stade Jean-Bouin, la triangulation, tout le système, c'est un latex. C'est la première fois qu'on fait une toiture en béton imperméable, c'est-à-dire étanche. Or, on l'a vu des phénomènes gazeux. C'est unique. Vous savez que c'est la première fois en France, et même en Europe, que le béton est qualifié étanche. C'est des mois de bataille. Ça, je le laisse à tous ceux qui le veulent, c'est le tableau d'empreinte environnementale qui fait que, quelles que soient les grilles de lecture, le béton a une empreinte environnementale performante, jusqu'à 4 fois plus de performance ou 4 fois moins d'incidence par rapport à de l'aluminium, du verre ou de l'acier. Qu'on se le dise, une fois pour toutes, il faut que les verts s'habituent à cette réalité et cessent une inexpertise en attaquant un des fondements des métiers en France, le béton et sa mémoire, parce que la performance environnementale du béton est absolument pas critiquable. Voilà. Sauf par rapport à la pierre. Le bon élève, c'est la pierre. C'est le chouchou, la pierre. Voilà. Vous voyez, ça, c'est imperméable. Voilà. Évidemment, on m'a dit, oui, mais si on cassait les verres, j'ai dit, pourquoi casser les verres? On m'a dit, s'il y a une mouette qui... Putain.
J'imaginais la mouette, version Concorde, le bec à l'horizontale, à 200 km/h, un djihad de la mouette, putain. La haine, tu vois, putain, la haine, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est Ricciotti, ce connard de Marseillais, je vais me l'éclater, je vais me le faire, oui, bam. Alors donc, si on casse une plaque de verre, il faut la faire un peu plus large, elle sera griffée. Mais on a la texte imperméabilité avec ça. Pour les amateurs un peu de haute technologie, ils imaginent ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est dans du low-tech, avec une réponse très sophistiquée du point de vue des mécanismes de raisonnement. Voilà. Et d'ailleurs, les projets que je fais sont tous assujettis à des volumes d'ingénierie très élevés. C'est-à-dire que les ingénieurs travaillent beaucoup. Vous savez que sur le MUSEM, rien que pour les verticaux, il y a 6000 pages de calcul pour identifier les efforts dans toutes les configurations sismiques. Voilà. Et là, on a des mécanismes assez complexes d'identification des couvertures. Voilà. Bon, moi, on m'a donné 1 heure, mais si vous voulez arrêter plus tôt, on peut arrêter plus tôt, si vous avez plein de cul, je sais pas. Oui, monsieur, allez-y. Merci. Oui, pourquoi il y a de si grands dépassements sur les coûts Pas chez moi. de projets? Pas chez moi. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais Pas chez moi. c'est effarant de voir les coûts de départ et les coûts de sortie. Pas chez moi. Ouais. Alors non, mais attends, je vais te le dire. Le stade Jean-Bouin, c'est 91 millions d'euros de travaux hors taxes, avec un parking souterrain à 500 places, un gymnase souterrain, un centre de thalasso, etc., des thalassos de remise en forme pour les sportifs, etc., des commerces, tout ça. Et on a livré à 92 millions. Voilà. Bon, hors taxes, travaux. Le MUSEM, il a coûté 73 millions d'euros de travaux hors taxes et pas 150 ou 200 ou 300 millions que tu lis dans la presse. Après, tu ne peux pas empêcher les gens de dire des conneries. J'ai écrit à la Cour des comptes, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez, moi j'ai un marché, un décompte général et définitif de 71 millions d'euros de travaux hors taxes par rapport à 65, 66 à l'initiative, parce qu'on a rajouté un deuxième pont, on a fait des équipements complémentaires, c'est non, tout ça. Mais qui ne te répondent même pas. Parce qu'on est un pays dégénéré, tu le sais. Totalement dégénéré. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité. L'important, c'est ce que les médias racontent. Voilà. Mets-toi à la page des entreprises, des ouvriers, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des ingénieurs, des architectes, tout le monde qui a bossé. Tu lis dans la presse, ça a coûté 350 millions d'euros. Sous-entendu, putain, Ricciotti, c'est gaufré. Ouais, c'est vrai, j'ai pris quelques millions au black, au Liechtenstein. Hein? Parce que je suis pervers, je suis corruptible, je suis un méditerranéen, quand même, faut pas l'oublier, d'accord? Puis Camarguais en plus, tu imagines, quoi. Presque gitan, tu vois. Pourriture infâme, quoi. Hein? Un vrai de vrai, quoi, tu vois. Bon, non, mais attends, non. Après, si tu veux que je te dise qu'à Lyon, on s'est fait enfumer par Copy-Melblo, avec le musée Confluence, cette espèce de monstre, cette contrition, cette compression de névrose métalloïde, tu vois, paranoïde, de métal, qui figure dans une figure de, même pas de l'hésitation, une figure de la haine, du regard sur le réel, une figure de la haine de la romance, une figure de la haine de l'identité. Tous ces confrères qui ont été nourris au discours, j'ai envie de dire, situationniste tardif, qui est passé par la névrose de Derrida et d'autres, et notamment celle de Sartre, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, pour fabriquer une extinction du récit, du signe de la narration, ça produit un désastre. Et ce désastre, il faut payer le prix. C'est comme la psychanalyse. Toute ta vie, tu vas payer. C'est comme ça. Voilà. Et ce qui se passe, pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est névrotique, parce que c'est le fruit porté généreusement par l'ensemble de nos contradictions, en tout cas de nos soumissions doctrinaires et philosophiques, à des champs esthétiques extrêmement aventureux, non polémiques et destructeurs. En tous les cas, destructeurs et partenaires de l'exil de la beauté. On l'a voulu, on paye, on se l'assume maintenant. Et d'ailleurs, dans les concours d'architecture, on commence à peine à en sortir, je dis bien à peine, mais dans les concours d'architecture, notamment au ministère de la Culture, chère madame, l'emphase de l'impérialisme, tu vois, de ces projets-là, était très souhaitée pendant longtemps. Mais là, on commence à sentir parce que ça coûte tellement cher aux collectivités, on s'est tellement fait enfumer, qu'en même temps, ils se disent, bon, on va essayer de travailler un peu plus français, avec la honte, quoi, parce que quand même, le travail des architectes français, c'est honteux, quoi, tu vois, c'est quand même...
Sauf que les Français, ils sont parmi les meilleurs au monde. Je suis un des rares à le dire. Tu vois? Parce qu'en général, ils sont bons, les architectes français. Ils sont très, très, très bons. Très grands professionnels. Et surtout, ils sont responsables des coûts, des dépassements, etc. Alors, je sais, il y a un drame à Paris. Je pense que la responsabilité, elle n'est pas forcément chez l'architecte. C'est ça le sujet. Parce que tu ne peux pas dire à l'architecte, je t'enlève les pouvoirs. Puis après, laisser les gens foutre la merde sur l'opération. Parce que tu imagines quoi? Quand tu mets des maîtres d'œuvre d'exécution qui n'ont rien à voir avec la part conceptuelle, l'initiative de conception, ils ne maîtrisent plus rien. Et après, c'est le merdier. Voilà. C'est tout, hein, faut pas se plaindre. Bon, et d'autres questions? Oui. Ben oui, ce que je disais, j'ai un projet à Célestat. On me reproche de ne pas l'avoir amené, mais bon, on est en phase d'étude technique. C'est 8 mètres, avec des sections en pierre comme ça, à peu près. 60 par 90, tu vois. Sur 8 mètres de hauteur, quand même. 50 70, 50 de sections à la compression, mais qui se torsadent. Et on reprend les efforts, parce qu'ils sont chargés quand même. À 8 mètres, tu sais bien qu'ils sont sollicités davantage au flambement qu'à la compression. Tu comprends ce que je dis, c'est pas très compliqué. C'est d'ailleurs le pierre. Oui, mais tu comprends. Alors justement, ces tailleurs de pierre, tu comprends ce que je dis. Ils sont plus sollicités au flambement qu'à la compression. C'est pour ça qu'on reprend les sollicitations internes par des câbles de post-contrainte. Et ça, je pense que pour les tailleurs de pierre, il y a un marché. Je pense que c'est un vrai univers. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de défricher des espaces économiques comme ça et de nouveaux espaces de métier. Et réintroduire de la post-contrainte. Putain, c'est pas compliqué. Quand tu perfores la pierre à l'intérieur, et tu mets une gaine, tu envoies un câble et tu tires avec un petit tracteur, c'est rien du tout. Et d'un seul coup, tu imagines le nouveau récit que ça peut ouvrir, pour les tailleurs de pierre. J'en suis persuadé. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et ce qu'il faut. Et en plus, ça permet de faire une économie de quantité de pierre et une économie de masse. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien, hein, parce que je ne sais pas si Gilles, il est là. Je partage avec l'idée de Gilles Perraudin, immense architecte, défenseur de l'immensité des savoirs autour de la pierre, sur l'idée que la masse est une vertu. Hein, voilà. Faites très attention à ce qu'on dit. La réduction de masse n'est pas forcément une vertu. Hein, voilà. Regardez, la maigreur n'est pas forcément une qualité. Hein. On le voit, regardez les mannequins de mode, putain, sac d'os. Tu prends un mannequin de mode dans des bras, tu te piques. Il n'y a que des os pointus. Hein, il n'y a rien à becter. Bon, il y a quelqu'un qui voulait me poser une question, madame, oui. Oui, allez-y, allez-y. Du béton. Répétez. Comment vous gérez justement le vieillissement du béton? Parce que vous annoncez justement des bétons ultra performants, oui, et qui sont, c'est vrai que c'est superbe. Et je vais répondre. Vous prenez en compte justement? Comment? Vous prenez en compte justement le vieillissement et puis la recyclabilité, ou ça durera encore dans 200 ans? Allez-y, je vais répondre. À partir du moment où j'ai été soldé en honoraire, j'en ai plus rien à foutre. Ça vous va comme réponse? Non, mais normalement, je voudrais vous dire, oui, moi, mes héritiers, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, on est tous concernés par le vieillissement du béton dans un siècle. Je devrais vous répondre ça, normalement. Parce que j'ai une conscience politique la plus large possible. Et d'ailleurs, de la même manière que je me préoccupe de l'état du béton dans 100 ans, et mes arrière-petits-enfants vont porter le sujet, je suis contre le sida, contre la violence, contre la guerre. Je vais répondre, attends. Les bétons, d'abord, ont été inventés par les Romains au Panthéon, pour commencer. C'est pas nouveau. Après, le vieillissement du béton est lié directement à son empilement granulaire. Son empilement granulaire, c'est la granulométrie. C'est l'organisation des fines à l'intérieur, etc. Moi, j'ai la chance, tu vois, c'est du béton. Je travaille sur des bétons qui sont des bétons fibrés ultra performants. Je me suis un peu spécialisé dessus, dans lequel on a un empilement granulaire très particulier. C'est qu'on a une porosité 3 fois inférieure à un béton haute performance. C'est tout à fait nouveau. Donc, si on a une granulométrie 3 fois, une porosité 3 fois inférieure, vous comprenez qu'on est pratiquement imperméable. Du coup, on a une autre vocation au travail à la compression. Puis au lieu de travailler à 20 mégapascales, on peut aller jusqu'à 110, 120. Et donc, du coup, il n'y a plus d'acier. Il y a des fibres d'acier, très très fines, notamment des fibres d'inox, des fibres métalliques.
Et donc, c'est beaucoup moins sollicité à l'oxydation. C'est pour ça que lorsque je fais le MUSEM à Marseille, je fais tout en béton fibré ultra performant. Pourquoi? Pour éviter l'oxydation, notamment sur la passerelle qui passe au-dessus de la Darse, exposée devant cet horizon métaphysique de la Méditerranée, au vent dominant qui se charge dans la baie de Marseille de sel. Tu imagines le niveau d'oxydation si ça avait été en métal, même pas réparable. Donc aujourd'hui, on travaille des bétons exceptionnels qui n'ont pas de délai de vieillissement. Alors on n'a pas de recul parce qu'on est en période expérimentale encore, mais il n'y a pas de vieillissement. C'est ça le truc, c'est que le thème de l'immortalité, comme dans les pyramides, c'est un peu un truc qui peut rendre fou, une prétention folle, tu vois. L'immortalité, c'est un schéma incroyable. Voilà. Et donc, voilà pour ce qui concerne le vieillissement. Donc, parce qu'il y a de la fumée de silice. Tu as encore le liant, c'est de la fumée de silice. Et la fumée de silice, tu fais ça, c'est comme du talc. Et puis, il y a des fibres qui ont l'épaisseur des cheveux. Voilà. C'est c'est presque du talc. Sauf que les conditions de réalisation, et là, du point de vue environnemental, il faut évoluer, c'est que les conditions de réalisation appellent un traitement thermique parce que la valeur de mécanique à la compression, à la traction de ce matériau est directement liée au moment de la prise et du séchage, c'est-à-dire à un contrôle hygrométrique. C'est un peu emmerdant, ça. Parce qu'il faut qu'on supprime le contrôle hygrométrique. Alors, il y a un concurrent du ductal qui est le BSI, qui, eux, font ça. Ils le font sans contrôle hygrométrique. Imagine le coffrage pour faire ça. Mais il est un peu plus faible à la compression. Mais il travaille à 80 mégapascales. C'est déjà pas mal, hein. 80 mégapascales. Parce qu'il n'y a aucune pierre qui travaille à 80 mégapascales, hein, quand même. Le granit, ouais, excuse-moi, tu as raison. Ouais. Oui, tu as raison, ouais, je suis idiot. Non, mais je pensais aux pierres calcaires, tout ça, tu vois. Ouais. Gilles, le micro pour Maître Gilles. J'ai une question, Rudy, ici, puis ce sera peut-être la... Non, Gilles, oui, mais là-bas et Gilles. Oui, après, non, mais c'est ça, c'était prévu de donner la parole à Gilles juste après. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'esthétique, de la globalisation contre laquelle il faudrait lutter. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, en quoi le MUSEM ne répond-il pas à cette esthétique de la globalisation? C'est une question doublement formée sur la négation que vous me posez. En gros, c'est ça. Donc, en fait, c'est une affirmation, d'accord, dont je dois supposer qu'elle est positive ou négative. À vous de voir. Je peux vous répondre en prière en vous donnant mon numéro de téléphone portable pour qu'on l'examine de manière nocturne. Parce que l'ambition de tous les garçons aujourd'hui, c'est... Oui. Bon, attention à ce que je vais répondre. Le MUSEM est un territoire. D'abord, le MUSEM, c'est une très belle vision de l'État républicain. C'est l'État que j'aime, c'est la République que j'aime, lorsqu'elle décide de délocaliser un musée à Marseille. En province, comme on dit. Il y en a 240 de musées à Paris, d'accord? Ils en ont lâché un. C'est généreux quand même, non? Vu que la moitié du budget de l'État est dépensé en Île-de-France où habitent la moitié des habitants. 20% des habitants. C'est-à-dire que 80% du budget de l'État est dépensé dans le reste de la France. Donc, je raconte. 50% du budget de l'État est dépensé dans le reste de la France où habitent 80% des habitants. On en a récupéré un. C'est miraculeux, hein? Bon, ça remonte à Jospin, l'initiative de la délocalisation. Première chose. Deuxièmement, endroit bien choisi dans la centralité urbaine. Voilà. Et troisièmement, face à cet horizon, je me répète, métaphysique de la Méditerranée, à la violence des informations qu'on reçoit, ce projet essaye d'être contextuel, de développer un récit imaginaire avec une circulation zigouane. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Il a une narration, il a un récit. Après, s'il ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Hein. C'est pas, je vois que vous faites la grimace. Il n'empêche que c'est un projet populaire. Et là, je sais que j'ai fauté. J'ai fait une architecture populaire. Et il y a quelqu'un qui me dit un jour, ça s'appelle de la revue
la revue l'économiste, comment ça s'appelle, qui me dit « Monsieur Rissotti, vous étiez un architecte célèbre, maintenant vous êtes devenu un architecte populaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?» J'ai une augmentation de mon anxiété naturelle. Voilà. Et si l'architecture fabrique un récit imaginaire, une porosité spatiale et imaginaire, c'est pas grave, vous voyez. Oui, le MUSEM est féminin. Oui. Le MUSEM est féminin au sens où il raconte un certain nombre d'hésitations, au sens où il gère la complexité des efforts par rapport à celle de l'attitude, au sens où il reconstruit des interprétations possibles. L'hérésie, on me dit, mais c'est un moucharabier. Alors pour eux, c'est un moucharabier. Pour l'autre, c'est une mantille espagnole sévillane. Pour un autre, c'est un filet de pêche. Pour l'autre, c'est un filet de camouflage. Un autre me dit, on dirait que c'est des murs en pierre sèche. Un autre monsieur, un vieux monsieur qui vient me dit, vous connaissez la peinture de Cézanne à l'Estaque? Vaguement. Il me dit, vous avez interprété l'interprétation que Cézanne a fait de l'Estaque. Oh, mamma mia, putain. J'y ai même pas pensé à ça. Alors qu'en réalité, vous savez ce que c'est, la résine du MUSEM? C'est le fond de la mer. Quelles informations de la part cachée du réel je peux récupérer? Parce que je n'ai pas d'ambition. Vous comprenez? Je n'ai aucune ambition. Ça ne m'intéresse pas. Je veux chercher les références à proximité dans la partie ombrée de la lumière, dans la partie dark. Essayer de travailler le diable, de mettre la main dans le corps pour lui arracher le foie. Et donc, il y a la mer, à 7 mètres de profondeur, il y a un peu un sol rocheux. Je fais un scan, je le découpe avec des creux et des bosses. Je prends ça, je me le mets sur la figure qui ne me fait plus rire. C'est tout. Donc, effectivement, on peut reprocher au MUSEM cette vulgarité immense de refuser d'être colonisé par les mythologies internationales. En ce sens, il résiste à la terreur de la globalisation. C'est pas grand-chose. Il ne faut pas me le reprocher. Et puis, vous inquiétez pas. On n'est pas nombreux à être des architectes qui se revendiquent réactionnaires, provinciaux, maniéristes et petits bourgeois. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Soyez rassurés. Voilà. Gilles. Gilles Pérodin qui aurait dû être parmi nous, mais qui est quand même parmi nous, qui aurait dû plus participer, mais on est très heureux de l'avoir que ce matin avec nous. Merci, je ne pouvais pas résister au plaisir de venir saluer Rudy et toujours son immense talent et extrêmement convaincant d'ailleurs sur cette situation polique et sociale et qui bien sûr est au cœur de tout ce qui peut nous faire destiner notre architecture. Alors moi je voudrais juste dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent avec Rudy, en dehors du vin et de la bouffe, bien sûr, mais beaucoup de choses aussi sur la manière de penser. Moi, je voudrais simplement dire qu'un jour, après avoir fait beaucoup de choses en béton, un jour, j'ai découvert Ivan Illich. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, et vous connaissez ces analyses sur le global, disons, d'une action. La valeur globale, le coût global. Et il avait posé un jour cette question toute simple en disant quelle est la vitesse moyenne d'une automobile? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr cette vitesse moyenne qui est de l'ordre de 6 km/h. C'est-à-dire quand on calcule finalement, quand vous vous déplacez avec une voiture, vous devez vous payer cette voiture, donc vous passez du temps à travailler pour vous la payer, vous passez du temps pour acheter l'essence, pour payer l'assurance, pour construire les routes, pour les entretenir, etc., etc. Et quand vous faites cette analyse globale, vous arrivez à cette curiosité, c'est-à-dire qu'effectivement, rouler en voiture, c'est à peu près la même vitesse que de marcher à pied. Alors vous me direz, bon, vous pouvez toujours avoir le choix, hein, vous pouvez toujours choisir de marcher à pied ou de rouler en voiture. Mais Ivan Illich ajoute cette chose qui pour moi m'a frappé et me frappe profondément et qui aujourd'hui est vraiment au cœur de mes engagements vis-à-vis de la pierre justement, c'est qu'en roulant en voiture, vous détruisez votre environnement. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous marchez à pied. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai décidé d'utiliser justement un matériau qui n'a besoin d'aucune énergie pour exister, puisqu'il est
nés en même temps que nous sur la terre, ce qui fait d'ailleurs probablement aussi cette sympathie immense qu'on a vis-à-vis de la pierre, probablement parce qu'on est fait de la même chair. Et c'est cette chair vivante, finalement, qui est à l'origine de cet engagement que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de la pierre, parce que je considère qu'effectivement, si l'on veut, justement, et c'est là que je rejoins tout à fait Rudy sur son analyse des écologistes, c'est que dans le fond, c'est les premiers à nous interdire d'utiliser les carrières. Alors que justement, c'est notre futur qu'on doit préserver en utilisant justement la ressource qu'on a sous nos pieds. Voilà, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je suis aussi... j'ai fait le reproche à Rudy, il ne m'en voudra pas de le faire publiquement, mais tes colonnes, si tu es obligé de mettre un câble dedans, je pense qu'elles ne sont pas assez grosses. Parce que si elles sont plus lourdes, et c'est ça la vertu de la pierre, c'est son poids, c'est sa masse. Si on utilise la masse de la pierre, on la précontraint obligatoirement et automatiquement. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait moi complètement changer de langage, parce que dans le fond tu connais un petit peu ce que je fais, c'est des empilements de grosses pierres, ni plus ni moins. Et c'est justement parce qu'il y a du poids qu'elles tiennent. Alors, c'est très joli ce que tu viens de dire. Tu dis, si tu y mets des câbles de précontraste, qu'il manque de la masse. Hier, j'ai eu une très belle... On a écouté à table Goutal qui disait quelque chose de très intéressant sur la question du gothique. Il disait, c'est le travail des intersections. Puis le reste n'est que du remplissage. Juste de rappeler que le gothique, c'est le début du mensonge. C'est-à-dire que les efforts sont reportés à l'extérieur. Hein. Alors, si tu veux faire le procès de la précontrainte, il faut que tu remontes au gothique. Hein. Je veux bien.